En 1460, un manuscrit grec arrive à Florence entre les mains de Cosimo de Médicis, comme en français moderne. Le messager, épuisé par son voyage, affirme l'avoir arraché aux flammes d'une bibliothèque d'Orient. Ce texte, parti du Corpus Hermeticum, devient la priorité absolue du vieux Médicis, qui ordonne à Marsile Ficin d'interrompre sa traduction des œuvres de Platon pour s'y consacrer immédiatement. Pourquoi ce puissant banquier, à l'article de la mort, privilégie-t-il ses écrits mystérieux à l'œuvre du plus grand philosophe grec? Parce qu'il proviendrait d'Hermès Trismégiste, un être dont l'existence défie notre compréhension du temps et de l'identité. Un être qui n'aurait pas vécu une fois, mais 3. Un sage qui aurait transmis le même enseignement à 3 époques distinctes de l'histoire humaine, sous 3 visages différents. Aujourd'hui, des manuscrits attribués à cet Hermès 3 fois grand demeurent scellés dans les collections privées du Vatican, de l'Université d'Oxford et de riches collectionneurs. Des textes que même les meilleurs chercheurs ne peuvent consulter. Pourquoi cette censure persiste-t-elle au XXIe siècle? Quelles vérités contiennent-ils qui justifieraient un tel secret? Plus troublant encore, les fragments qui nous sont parvenus révèlent une connaissance de l'univers étrangement compatible avec nos découvertes scientifiques les plus récentes. Comment expliquer que des textes vieux de milliers d'années décrivent des principes que notre physique quantique commence tout juste à effleurer? Notre enquête nous plongera dans l'énigme d'une conscience fragmentée en 3 incarnations pour préserver un savoir universel. Car derrière le mystère des 3 Hermès se cache peut-être la clé de notre propre évolution, une formule oubliée capable de transformer l'homme moderne en gardien des connaissances cosmiques, comme le furent ces 3 initiés légendaires. L'Hermès antédiluvien. Aux aubes frémissantes du monde, quand la terre encore jeune résonnait du pas des géants et que les étoiles semblaient suspendues si bas qu'un homme pouvait presque les toucher, apparut une figure dont l'intelligence surpassait celle de tous ses contemporains. Les chroniques persanes le nomment Idris, les textes hébreux l'appellent Enoch, tandis que les manuscrits égyptiens préservent son nom sous les hiéroglyphes désignant celui qui mesure les cieux. Petit-fils d'Adam selon ces textes, il vit le jour dans cette période paradoxale où les descendants du premier homme côtoyaient encore les vestiges d'une création primordiale dont nous n'avons conservé que des échos déformés. Les tablettes sumériennes exhumées de Tel el-Muqayyar décrivent un être aux connaissances si vastes qu'il paraissait avoir absorbé l'intelligence même des astres. Ce sage primordial marchait entre les hommes, mais son regard perçait les voiles du temps. Tandis que ses contemporains s'émerveillaient devant le feu nouvellement maîtrisé, lui contemplait déjà le mouvement spiralé des galaxies. Dans ses yeux d'une profondeur abyssale se reflétait la cartographie complète du cosmos, comme si chaque étoile y avait imprimé sa signature lumineuse. La bibliothèque d'Alexandrie, avant que les flammes ne la dévorent, conservait un manuscrit sur peau de gazelle attribué à ce premier sage. On y lisait comment, 300 ans avant le déluge, il avait perçu dans le mouvement des constellations l'annonce d'une catastrophe imminente. L'axe de la Terre allait changer, les eaux allaient se déchaîner, et le savoir accumulé depuis l'aube de l'humanité risquait de disparaître dans l'abîme liquide. Face à cette révélation, il entreprit de préserver l'héritage des âges premiers. Son œuvre fut double et complémentaire, comme les 2 hémisphères du cerveau humain. D'une part, il rassembla ses disciples les plus fidèles dans une communauté secrète qu'il nomma les veilleurs des piliers du ciel, transmettant oralement des formules mathématiques si pures qu'elles contenaient en germe toutes les lois physiques de l'univers.
Ces connaissances, cristallisées en 42 propositions fondamentales, seraient plus tard fragmentées et dispersées dans les traditions mystiques de Babylone, de l'Inde et de l'Égypte. D'autre part, il conçut un plan architectural prodigieux, ériger des structures géométriques parfaites qui résisteraient non seulement aux eaux du déluge, mais aussi à l'érosion des millénaires. Les pyramides, dont nous attribuons naïvement la construction aux dynasties pharaoniques, seraient en réalité l'aboutissement de plans établis par ce sage antédiluvien. Ces monuments ne furent jamais de simples tombeaux, mais des coffres-forts cosmiques, des capsules temporelles conçues pour traverser les âges. Chaque angle, chaque proportion, chaque orientation stellaire encodait un fragment du savoir primordial. Le nombre pi, la séquence de Fibonacci, la précession des équinoxes, la distance Terre-Soleil, toutes ces constantes se trouvaient scellées dans la pierre, attendant d'être redécouvertes par des générations futures capables de les déchiffrer. L'historien byzantin Syncellus rapporte comment ce sage, sentant l'imminence du cataclysme, fit graver sur 2 piliers, l'un de pierre résistant à l'eau, l'autre de terre cuite résistant au feu, l'intégralité de la science antédiluvienne. Le pilier de pierre fut érigé en un lieu que les Égyptiens nommeraient plus tard Héliopolis, la cité du soleil. Quant au pilier de terre cuite, des marins phéniciens témoignèrent l'avoir aperçu sur une île qui disparut dans les flots lors d'une éruption volcanique, ne laissant derrière elle qu'un nom énigmatique, Atlantide. La particularité de ce premier grand sage résidait dans sa capacité à percevoir les correspondances secrètes entre les phénomènes. Pour lui, le mouvement d'une goutte d'eau reflétait la danse des galaxies, et le battement du cœur humain répondait au rythme des pulsars cosmiques. Sa compréhension du monde ne séparait pas matière et esprit, science et spiritualité. Les manuscrits coptes retrouvés à Nag Hammadi lui attribuent cette maxime vertigineuse. L'univers entier est contenu dans un grain de sable, et l'œil qui sait voir le grain contient lui-même l'univers. Cette vision holistique, cette perception des interconnexions fondamentales de toute chose, constituera plus tard l'essence même de ce que le monde appellera l'hermétisme. Quand enfin les eaux du déluge s'abattirent sur le monde, engloutissant cités et civilisations, le sage primordial avait disparu. Certains textes suggèrent qu'il fut enlevé vivant aux cieux, comme le rapporte la tradition biblique concernant Enoch, d'autres qu'il s'était retiré dans une chambre secrète au cœur de la grande pyramide, entrant dans un état de conscience suspendu que notre science moderne peine encore à concevoir. Mais son œuvre demeurait enfouie sous les limons du cataclysme ou dissimulée dans les recoins inaccessibles des monuments qui l'avaient inspiré. Les générations qui survécurent au déluge conservèrent pendant des millénaires le souvenir fragmenté de ce sage primordial. Son enseignement, transmis par bribes déformées, irrigua les civilisations naissantes comme une sève invisible. Les prêtres sumériens, les mages perses, les brahmanes indiens et les druides celtes portaient tous, sans le savoir, des fragments épars de ce savoir originel. Mais aucun ne possédait la vision complète, la synthèse parfaite qu'avait réalisée ce premier maître. Il faudrait attendre que les eaux se retirent complètement, que les civilisations renaissent des cendres humides du cataclysme, pour qu'un deuxième porteur de cette sagesse apparaisse à Babylone. Porteur d'une connaissance similaire, mais adapté à un monde transformé, il viendrait rappeler aux hommes que le savoir primordial n'avait pas entièrement disparu. Car tel était le plan du sage antédiluvien. Non pas préserver la connaissance sous une forme figée, mais l'inscrire dans un cycle de mort et de renaissance, à l'image du cosmos lui-même. Ce premier grand initié savait que la vérité ne pouvait rester immuable. Elle devait, comme le phénix, renaître de ses cendres pour chaque nouvelle humanité. L'Hermès babylonien. Le monde qui émergea des eaux diluviennes était méconnaissable,
Les cartes stellaires jadis dessinées ne correspondaient plus au nouveau ciel, l'axe terrestre ayant basculé de plusieurs degrés. Des civilisations entières avaient disparu sous les limons, et l'humanité survivante, traumatisée par le cataclysme, avait sombré dans une obscurité intellectuelle où les anciens savoirs n'étaient plus que légendes chuchotées autour des feux de camp. Dans ce crépuscule de la connaissance, entre les deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate, apparut soudain une lumière nouvelle, le deuxième porteur de la sagesse antique. Les annales chaldéennes le nomment Nebo, les Perses l'appellent Hoshang, tandis que les scribes juifs exilés à Babylone évoquent un mystérieux maître de la justice dont la sagesse semblait préexister au royaume mésopotamien. Arrivé des montagnes de l'Est selon certains récits, descendu du ciel selon d'autres, cet homme portait en lui une connaissance qui paraissait impossible dans ce monde post-diluvien où l'humanité réapprenait péniblement les rudiments de l'agriculture et de l'astronomie. La ziggourate d'Etemenanki, que la Bible désignera plus tard comme la tour de Babel, fut le théâtre de ses premiers enseignements. Au sommet de cette tour à 7 étages, dont chaque niveau correspondait à une planète, il reconstituait minutieusement les cycles cosmiques que seul un observateur ayant vécu avant le déluge pouvait connaître. Les tablettes cunéiformes de la bibliothèque d'Assurbanipal décrivent comment ce sage établit un nouveau calendrier basé sur 60, nombre parfait qui permettait de calculer avec précision les conjonctions astrales et les éclipses sur des millénaires. Ces prédictions astronomiques stupéfiaient ses contemporains. Comment pouvait-il connaître le mouvement des corps célestes avec une telle exactitude alors que les observations post-diluviennes étaient encore balbutiantes ? Son influence s'étendit rapidement au-delà de la Mésopotamie. Des marchands phéniciens traversant le désert rapportèrent ses enseignements en Égypte, où ils s'entremêlèrent aux fragments de sagesse qui avaient survécu dans les chambres secrètes des pyramides. Des voyageurs venus d'Inde reconnurent dans ces paroles les échos des Védas primordiales. Mais c'est vers l'ouest, vers une Grèce encore adolescente, que ces idées allaient trouver leur plus fertile terrain d'expansion. Un jeune mathématicien grec nommé Pythagore entendit parler de ce maître babylonien et entreprit un voyage périlleux pour l'atteindre. Pendant 22 ans, selon Jean Blic, Pythagore étudia auprès de lui, absorbant non seulement les mathématiques sacrées et l'astronomie, mais aussi cette vision unifiée du cosmos où nombres, musique et mouvements célestes participaient d'une même harmonie fondamentale. Le fameux théorème qui porte aujourd'hui le nom de Pythagore n'était que la partie visible d'un savoir bien plus vaste que le grec rapporta en Méditerranée. Un savoir qui, comme l'affirment les manuscrits de la mer Morte, n'était pas né à Babylone, mais y fut seulement rappelé. Dans les archives secrètes du temple de Marduk, les prêtres astronomes conservaient un fragment de pierre noire que ce deuxième sage aurait apporté avec lui, un éclat du pilier antédiluvien gravé par son prédécesseur. Les inscriptions partiellement effacées parlaient d'un cycle cosmique de 25 920 années, correspondant exactement à ce que notre astronomie moderne nomme la précession des équinoxes. Comment un tel cycle nécessitant des observations sur des millénaires pouvait-il être connu à une époque où l'écriture elle-même venait à peine d'être inventée ? La particularité de ce deuxième maître résidait dans sa capacité à traduire les principes abstraits en applications pratiques. Si le premier sage avait compris les lois universelles de la création, le deuxième les matérialisait dans des instruments, des calendriers et des méthodes de calcul. Ses disciples apprirent à construire des astrolabes capables de modéliser le mouvement des planètes, des clepsydres mesurant le temps avec une précision stupéfiante et des instruments musicaux dont les proportions mathématiques généraient des harmonies censées refléter la musique des sphères. Dans les palais de Babylone, il introduisit également l'art mystérieux de la transmutation des métaux, non pas par désir d'or matériel, mais comme démonstration tangible du principe de transformation cosmique. Le roi Nabuchodonosor, témoin de ses expériences alchimiques, lui aurait offert un laboratoire entier dans l'enceinte de ses jardins suspendus.
Là, selon les chroniques perses, il démontrait comment la matière n'était qu'une condensation de la lumière, comment chaque élément pouvait se transformer en un autre, préfigurant de façon troublante ce que notre physique nucléaire découvrirait 4 millénaires plus tard. Mais sa plus grande œuvre fut peut-être la rédaction d'un traité perdu dont les fragments nous sont parvenus sous forme de citations dans des textes néo-platoniciens. Intitulé « La symphonie des mondes », ce texte établissait les correspondances précises entre planètes, métaux, couleurs, sons et organes du corps humain. Ce système de correspondance allait devenir la colonne vertébrale de l'astrologie médicale, de l'alchimie et de ce que les Arabes nommeraient plus tard la science des signatures, l'art de lire dans la forme extérieure des choses leur nature intérieure et leurs propriétés cachées. Après avoir passé 72 ans à Babylone, le deuxième sage disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu. Certaines chroniques affirment qu'il partit vers l'ouest, empruntant les routes caravanières de la Phénicie pour atteindre l'Égypte où l'attendait une nouvelle mission. D'autres suggèrent qu'il s'évanouit simplement dans la lumière dorée d'un crépuscule d'équinoxe, ayant accompli sa tâche de transmission. Ses disciples directs fondèrent des écoles de mystère à travers le Moyen-Orient, dont l'influence secrète persista jusque dans les confréries gnostiques du premier millénaire de notre ère. Le véritable miracle de ce deuxième porteur de sagesse résidait dans sa capacité à rendre accessible ce qui, dans l'enseignement du premier, demeurait abstrait et cosmique. Il jetait un pont entre le ciel et la terre, entre les principes universels et leur application dans la vie quotidienne. Ses mathématiques n'étaient pas seulement théoriques, mais applicables et constructives. Son astronomie débouchait sur un calendrier précis. Sa médecine reliait microcosme et macrocosme dans une science holistique de la guérison. Pourtant, même son œuvre immense ne représentait qu'une étape dans la transmission d'une sagesse plus vaste. Le monde changeait, les civilisations évoluaient, et avec elles les besoins spirituels et intellectuels de l'humanité. Un troisième porteur de la flamme hermétique allait bientôt apparaître en Égypte, non plus pour préserver ou appliquer l'ancienne sagesse, mais pour la synthétiser et la préparer à traverser l'âge sombre qui s'annonçait à l'horizon de l'histoire. Hermès égyptien tardif. L'Égypte ptolémaïque baignait dans une lumière ambiguë, ni tout à fait grecque, ni complètement égyptienne. À Alexandrie, la plus grande bibliothèque du monde antique s'élevait comme un phare intellectuel, attirant savants et mystiques de tout le bassin méditerranéen. C'est dans ce creuset multiculturel, au crépuscule de l'ère pharaonique, qu'apparut le troisième et dernier porteur de cette sagesse millénaire, celui que les textes grecs nommeraient plus tard l'Égyptien par excellence. Les papyrus du Fayoum le décrivent comme un homme au visage lisse, dont l'âge semblait impossible à déterminer. Vêtu d'une simple tunique de lin, portant à son cou un scarabée d'émeraude, il se présentait non comme un innovateur, mais comme un restaurateur, celui qui venait rassembler les fragments épars d'une connaissance presque oubliée. Contrairement à ses deux prédécesseurs, ce troisième sage évoluait dans un monde dans lequel l'écriture était devenue le vecteur principal du savoir. Les bibliothèques avaient remplacé la transmission orale, et l'empire d'Alexandre avait créé un espace intellectuel commun s'étendant de la Macédoine jusqu'à l'Indus. Dans ce contexte de fusion culturelle sans précédent, sa mission différait radicalement de celle de ses prédécesseurs. Le premier Hermès avait préservé la connaissance primordiale face au cataclysme. Le deuxième l'avait appliquée et adaptée au monde post-diluvien. Ce troisième sage, lui, entreprenait l'œuvre titanesque de synthèse et de codification qui permettrait à cette sagesse de traverser un autre type de déluge, celui des bouleversements politiques, religieux et culturels qui s'annonçaient avec la montée de Rome et l'effondrement des anciennes structures spirituelles. Au temple de Dendera,
dont les cryptes souterraines abritaient les derniers prêtres initiés au mystère d'Isis, il forma un jeune médecin grec nommé Asclépios. Ce disciple privilégié apprit non seulement l'art de la guérison, mais aussi la science des correspondances entre plantes, planètes et parties du corps humain. Les dialogues entre le maître et son élève, consignés plus tard dans le texte connu sous le nom d'Asclépius, révèlent la profondeur de cet enseignement où la médecine n'était que l'application visible d'une philosophie cosmique. Le corps de l'homme est un temple, enseignait-il, et celui qui connaît les lois du temple peut guérir ses déséquilibres en rétablissant l'harmonie entre ses colonnes intérieures. Mais sa plus grande œuvre fut indéniablement la compilation et la rédaction de ce que la postérité nommerait le Corpus Hermeticum, 17 traités fondamentaux qui distillaient l'essence de la sagesse des 2 Hermès précédents dans un langage accessible à l'esprit grec. À ces textes philosophiques s'ajoutait la mystérieuse table d'émeraude, concentré alchimique de toute la doctrine en quelques phrases cryptiques. Ce texte, dont l'original aurait été gravé sur une tablette d'émeraude verte, commence par la formule devenue légendaire. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Dans cette formulation se trouvait condensée toute la vision du monde hermétique. L'idée que l'univers fonctionne selon des principes analogiques, que le macrocosme se reflète dans le microcosme, que les lois régissant les astres sont les mêmes que celles gouvernant les atomes. Cette unité fondamentale de la réalité, perçue intuitivement par le premier Hermès et démontrée mathématiquement par le deuxième, trouvait désormais son expression philosophique définitive. Conscient que l'Égypte ancienne vivait ses dernières heures, ce troisième sage prépara méticuleusement la dispersion de son enseignement. Il établit un réseau de disciples à Alexandrie, à Pergame, à Éphèse et jusqu'à Rome, créant ainsi des foyers de préservation multiples qui résisteraient aux aléas politiques de l'histoire. Certains de ces manuscrits furent confiés aux thérapeutes du lac Maréotis, d'autres aux Esséniens de Qumran, d'autres encore aux communautés néo-pythagoriciennes d'Italie du Sud. Cette diaspora intellectuelle délibérée garantirait que même si un centre de savoir venait à disparaître, d'autres préserveraient la flamme. L'innovation majeure de ce troisième Hermès fut d'habiller l'ancienne sagesse égyptienne dans les vêtements conceptuels de la pensée grecque. Là où les hiéroglyphes parlaient par symboles visuels et les textes babyloniens par correspondance numérique, les traités hermétiques utilisaient le langage analytique et dialectique des philosophes grecs. Ce faisant, ils créaient un pont culturel qui permettrait à cette connaissance de traverser la transition entre le monde ancien et le monde classique, puis entre le paganisme et le christianisme. Son départ de la scène historique fut aussi mystérieux que son apparition. Les dernières mentions de sa présence remontent au règne de Cléopâtre VII, dernière souveraine ptolémaïque d'Égypte. Un papyrus fragmentaire de cette époque évoque une cérémonie nocturne au sommet du phare d'Alexandrie, où le maître, après avoir confié ses derniers enseignements à un cercle restreint de 7 disciples, aurait disparu dans un rayon de lumière verte, couleur de l'émeraude dont était faite la tablette contenant sa doctrine essentielle. Avec lui s'achevait le cycle des 3 Hermès historiques, 3 incarnations d'une même sagesse adaptée à 3 phases du développement humain. Ensemble, ils formaient un triptyque parfait, le visionnaire cosmique qui perçoit les lois universelles, le sage pratique qui les applique au monde matériel, et le philosophe synthétique qui les rend transmissibles à travers les âges et les cultures. Mais l'histoire d'Hermès Trismégiste ne s'arrête pas à ces 3 figures historiques. Car ce qui va se produire ensuite transcende la simple transmission d'un savoir. C'est la naissance d'un phénomène spirituel et intellectuel qui traversera les millénaires sous le nom d'hermétisme.
de la fusion théologique opérée par les prêtres ptolémaïques entre Thoth et Hermès à l'influence sur les alchimistes médiévaux, des manuscrits redécouverts à la Renaissance aux sociétés secrètes des Lumières, de l'impact sur la science moderne aux résurgences contemporaines, c'est toute une odyssée de la pensée qui s'ouvre devant nous. La suite de notre exploration nous mènera donc à travers les méandres fascinants de cette postérité hors du commun. Nous verrons comment, sous les auspices des Ptolémées, Thoth, le scribe des dieux, et Hermès, le messager, fusionnèrent pour créer une divinité syncrétique qui serait rétrospectivement identifiée aux trois sages dont nous venons de retracer le parcours. Nous découvrirons comment cette figure composite traversa les siècles sombres pour illuminer la pensée occidentale à la Renaissance, comment elle influença secrètement l'émergence de la science moderne et comment ses enseignements résonnent étrangement avec les découvertes les plus récentes de notre physique quantique. Car si les trois Hermès historiques ont disparu dans les brumes du temps, leur héritage, lui, n'a cessé de se réinventer et de se réincarner, prouvant peut-être ainsi la vérité profonde de l'enseignement originel, que certaines connaissances sont si fondamentales qu'elles appartiennent non pas à une époque ou à une culture, mais à l'humanité entière, transcendant les frontières et les millénaires comme un fil d'or reliant les consciences à travers l'infini du temps.